Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Cyril Lébar, chargé d'émission pour la région Sud. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir nombreux dans le cadre de notre programmation 2022-2023, ce nouveau rendez-vous des mercredis de l'orientation, intitulé École post-bac et post-prépa, décryptage des labels et accréditation des conseils pour bien choisir. Nouvelle étape donc structurante que nous allons aborder aujourd'hui. Alors très brièvement, quelques mots en guise d'introduction avant d'aborder ce sujet pour rappeler que dans le cadre de sa compétence, de la stratégie qu'elle met en œuvre en matière d'information sur les métiers et les formations, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le ministère et les services académiques, ainsi que le groupe AEF qui organise le webinaire, nous avons souhaité instaurer des rendez-vous réguliers en ligne que nous avons baptisés les mercredis d'orientation. Et ces rendez-vous visent à apporter des réponses aux besoins d'information et d'accompagnement des élèves et de leurs parents. Donc, nous avons programmé en tout et pour tout une douzaine de webinaires entre novembre 2022 et fin mai 2023, webinaires qui visent plusieurs objectifs. D'une part, de vous accompagner dans votre cheminement et la phase d'orientation. D'autre part, de répondre au mieux à vos attentes, questions, pour que cette période soit tout simplement vécue pleinement et non pas subie. Rappelez également que ces webinaires se veulent complémentaires d'une part du travail d'orientation qui est mené en continu dans les établissements scolaires par les professeurs, les psy-EN, dans les CIO, complémentaire également de toutes les réponses et outils existants par ailleurs, tels que les salons qui se tiennent sur les territoires, les guides qui sont proposés sur le site orientationregionsud.fr, mais aussi les outils qui sont accessibles sur ce même site, tels que les fiches métiers, le recensement justement de tous les salons que j'évoquais, la plateforme téléphonique de conseil, le GPS de l'orientation Carte au Sud. Voilà, vous précisez également que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct dans le fil de discussion et que nous les ferons remonter en cours de webinaire. Si vous souhaitez revenir également sur des points qui sont évoqués durant ce temps, sachez que ces webinaires sont accessibles et consultables sur le site orientationregionsud.fr. Je vous remercie. Je laisse la parole à Karine et à nos intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tous, merci d'être inscrits nombreux donc sur ces mercredis de l'orientation spécial parents. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélie Matignon, qui est responsable communication de la FESIC, qui va nous aiguiller dans un groupement d'écoles à la fois d'ingénieurs et de business school, et Alain Joyeux, qui est le président de l'APHEC, donc l'association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales. Et donc, l'un et l'autre vont pouvoir nous aider à voir plus clair à la fois dans l'offre post-bac. On a un petit sujet, je pense qu'on a un écho. Et je pense qu'il faut que nous coupions nos micros, absolument. Merci infiniment. Donc, l'objectif, c'est en fait de nous aider, de vous aider, vous, parents, à y voir plus clair dans finalement tout cet écosystème, à la fois les écoles post-bac, et les différentes et les classes préparatoires, donc tous les chemins variés qui mènent aux grandes écoles. C'est donc l'objectif. On a de plus en plus de formations donc présentes, 21 000 sur Parcoursup. L'objectif, c'est certaines se vantent de ne pas être sur Parcoursup, et donc là l'idée c'est quand même d'essayer de vous donner des repères pour vous repérer, pour vous aiguiller, et finalement avoir des réflexes de qualité. On sait souvent lire les étiquettes de composition des produits dans les supermarchés, on ne sait pas toujours lire les étiquettes de composition de l'offre de formation. Donc c'est un peu l'objectif commun que nous avons aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc la parole, pour commencer, est à vous, Aurélie. L'objectif avec vous, c'est précisément de décrypter un petit peu tous ces différents labels et accréditations qui marquent la qualité de l'offre post-bac. Très bien, bonjour. Eh bien, je vous remercie de l'invitation. Alors, je vais peut-être, si on peut passer les slides en grand. Je ne sais pas ce qui est visible. Voilà, pour chacun, merci. Donc peut-être juste en quelques mots présenter la fédération pour laquelle je travaille pour resituer un peu l'objet de mon intervention. Donc la FESIC, c'est la Fédération des grandes écoles associatives en contrat avec l'école. On représente 80 000 étudiants répartis dans des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, de sciences humaines, des écoles de management et une petite nouvelle, une école Veto, portée par Unilassal. Donc la FESIC, c'est une fédération qui a plus de 50 ans d'existence et qui avait comme ambition dès le départ de
de soutenir les écoles par le partage d'expériences pour permettre aux étudiants de suivre des études de qualité dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, on a un travail de représentation auprès des pouvoirs publics, on est très en lien avec le ministère de l'Enseignement Sup. Voilà, on a à cœur d'accompagner nos écoles sur différentes missions, la communication, l'orientation, les ressources humaines, la recherche, etc. Voilà, c'était juste pour resituer un petit peu mon origine. Alors, si on fait peut-être juste un petit focus assez rapide sur le paysage de l'enseignement supérieur privé en France, qui est assez complexe. Il y a déjà différents ministères de référence. Bien sûr, le plus connu et le principal, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais il y a aussi des établissements qui peuvent être reconnus par le ministère de l'Agriculture, des Armées, de la Culture, de la Santé, ou aussi Bercy, enfin le ministère de l'Économie, qui peut être impliqué sur ces sujets-là. Il y a différents modèles d'établissement. Donc, bien évidemment, les formations universitaires, des formations de type classe prépa, BTS, Bac+3, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, et les écoles et les grandes écoles, donc ils peuvent avoir différents modèles de structure, des écoles publiques, des écoles associatives, des écoles consulaires ou des sociétés, donc des entreprises privées à but lucratif. Petit point sur l'enseignement supérieur privé en France aujourd'hui, on considère que ça représente à peu près 25% des étudiants. À noter aussi dans les grands sujets de l'enseignement supérieur, ça va être la question des frais de scolarité qui peuvent être bien évidemment variables entre une université, une grande école publique d'ingénieurs ou une école privée associative et ou lucrative. Et puis un sujet dont on entend beaucoup parler dans l'enseignement sup, c'est le développement de l'apprentissage, avec l'objectif du gouvernement de former, enfin d'avoir 1 million d'apprentis, ce qui peut parfois poser des soucis sur certains modèles économiques de structure qui propose de l'apprentissage à des jeunes pour avoir, je caricature un petit peu, mais pour avoir des aides de l'État, mais sans forcément avoir un véritable accompagnement pour les jeunes. C'est des sujets sur lesquels on essaye d'informer, il faut être assez vigilant. Alors, Parcoursup, vous en avez tous beaucoup entendu parler. Donc, comme Karine le dit en introduction, il y a plus de 21 000 formations. Les étudiants peuvent faire, les lycéens peuvent faire 10 vœux. Des fois, on se pose la question, il y a eu pas mal d'articles dans la presse récemment sur les formations qui sont sur Parcoursup. Alors, à savoir que c'est une obligation pour tous les établissements publics, pour les lycées privés sous contrat et pour les ESPIG. Donc, je vous présenterai les ESPIG. Donc, ce sont les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général qui sont 64 à ce jour en France. Et en plus de cette obligation, certaines formations, elles sont nombreuses, peuvent y figurer par décision ministérielle. Donc, c'est sous forme d'arrêté. Donc, sur demande d'une formation, elles peuvent y être présentes. Et voilà, le dernier arrêté date du 17 mars et tout ça, bien évidemment, est consultable sur Internet. Les formations qui sont présentes sur Parcoursup ont des obligations. Elles s'engagent notamment à accueillir un taux minimum de boursiers compte tenu du nombre de boursiers qui ont fait des vœux dans leur école. Et il y a un gros sujet aussi autour de la transparence des critères de sélection. C'est vrai que la plateforme Parcoursup est assez récente, mais c'est une demande qui a été formulée et les écoles font de gros efforts sur ce sujet-là pour apporter plus d'informations sur les critères de sélection, ce qui nous semble effectivement indispensable. Alors, quand on parle de reconnaissance, déjà la première des choses, c'est de regarder la reconnaissance de l'établissement. Donc, un établissement, la première étape pour être reconnu, tout simplement, il a une démarche administrative à faire auprès du ministère. Et une fois que, d'un point de vue administratif, il est enregistré, il est reconnu. C'est la première étape. Ensuite, vient une autre étape, c'est l'accréditation. Et l'accréditation, c'est la possibilité pour cet établissement reconnu de délivrer des diplômes. Donc, de délivrer des diplômes nationaux, des grades,
licence master ou le titre d'ingénieur. Mais on reviendra sur ces fameuses différences entre le grade, le visa, le titre, etc. Et ensuite, certaines écoles, notamment là sur les écoles privées, peuvent obtenir la qualification ESPIG, donc qui est un contrat de ces établissements privés avec l'État et qui, là encore, les oblige sur certains critères, mais on y reviendra. Alors voilà, une petite présentation vidéo des ESPIG. Les écoles de la FESIC cultivent une pédagogie d'excellence au service de l'intérêt général. Un modèle d'enseignement qui se distingue par la qualification ESPIG. Créée en 2013 par la loi Fioraso, la qualification ESPIG met en lumière la qualité pédagogique des établissements privés à but non lucratif d'intérêt général. Cette qualification vous garantit que 100% des ressources sont consacrées à la formation et à la recherche, que les écoles appliquent une politique sociale volontaire et que les diplômes sont certifiés par l'État. Régulièrement, le ministère s'assure du bon respect des termes du contrat. Cette évaluation confirme l'engagement total de nos équipes dans une démarche saine et responsable, en accord avec les besoins des entreprises et en adéquation avec un monde en pleine mutation. Seule une soixantaine d'établissements, dont ceux de la FESIC, bénéficient de cette qualification ESPIG. Un gage de sérieux et d'exigence qui vous aide à y voir plus clair lors de votre choix d'orientation. Et le résultat est là. Les étudiants de nos écoles bénéficient d'un taux d'insertion professionnelle de 81% dans les 3 mois après obtention de leur diplôme, contre 51% pour la moyenne nationale. Vous pouvez faire confiance aux écoles de la FESIC pour construire votre avenir. Très bien. Merci. Au-delà de la FESIC en tant que telle et en tant que fédération d'écoles, c'est vrai que ce qui est important là, c'est de bien repérer ce label ESPIG. Enfin, voilà, ce qui est un premier label finalement, parce que et c'est tout l'enjeu. On revient sur la slide 5. L'accréditation à délivrer des diplômes. Pourquoi est-ce que c'est important d'entrée de jeu si vous visez une école post-bac, c'est que derrière il y a la poursuite d'études potentiellement et que si la qualité n'est pas au rendez-vous, en fait, vous risquez, enfin, en tout cas, si plutôt la qualité peut être au rendez-vous mais pas reconnue, et s'il n'y a pas de reconnaissance, en fait, vous êtes dans un silo qui vous oblige à aller de bac plus 3 à bac plus 5 dans la même institution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de switcher et vous n'avez pas de garantie finalement sur la partie grade master. Mais on va y revenir, Aurélie, je pense que c'est important. Et vous me corrigez évidemment si je dis des bêtises dans cet environnement très complexe. Oui. Il faut bien le dire. Ouais. Alors, ouais, effectivement. Et du coup, juste s'il y avait 3 éléments à retenir de ce contrat ESPIG avec l'État, c'est la qualité de l'enseignement, c'est la non-lucrativité des établissements et c'est la participation aux missions de service public et notamment la recherche. Alors, si on rentre dans ces labels, peut-être que vous avez déjà vu ces labels qui sont présents sur Parcoursup. Donc, ils ont été réalisés suite à la création du logo ESPIG, donc dans la loi Fioraso 2013 et en application 2015. L'objectif du ministère, c'est de clarifier la reconnaissance des diplômes. Ça peut paraître un peu complexe, mais voilà, il y a quand même une volonté de la part du ministère. Alors, si on regarde un peu de plus près ces diplômes, la première des choses à regarder, ce sont les diplômes nationaux. Donc, le diplôme national de licence, de master et de doctorat. Donc, ces diplômes, ils sont uniquement délivrés par les universités, donc par l'État. Donc, les diplômes nationaux. Ensuite, on a les diplômes qui sont contrôlés par l'État. Donc, dans ces diplômes, pour les plus connus, vous allez retrouver par exemple le BTS, le BUT, la licence professionnelle, qui peuvent être délivrés par des établissements publics ou des établissements privés, mais qui préparent à ces diplômes autres que la licence et le master ou le doctorat, qui sont eux délivrés par les universités. Donc, lorsque vous recherchez
un BTS sur Parcoursup, bien s'assurer que le BTS est contrôlé par l'État, c'est-à-dire que c'est un réel BTS, tout simplement. Et donc, sur la plateforme, vous avez le macaron. Hein. Très concrètement. Voilà, c'est ça. Vous avez le macaron à droite. Voilà. Sur la fiche formation. Parce que, ah oui, peut-être une subtilité que je n'ai pas dit en introduction, c'est qu'il y a la reconnaissance de l'établissement, mais là, on parle de la reconnaissance des formations. Et dans un même établissement, et certains peuvent, en termes de communication, peuvent jouer un petit peu sur les deux tableaux, ils vont avoir peut-être 15 formations. Sur les 15 formations, ils en ont une qui est contrôlée par l'État. Et sur la page d'accueil du site Internet, on va voir reconnu par l'État, BTS contrôlé par l'État. Mais à côté, il peut y avoir d'autres formations qui, elles, n'ont pas ce macaron. Et l'avantage, c'est que sur les fiches Parcoursup, on voit bien le macaron par formation. Donc, ça garantit vraiment, il faut s'assurer que chaque formation a bien la reconnaissance, voilà, qui n'est pas automatique pour toutes les formations d'un même établissement. Okay. Ensuite, on a le diplôme d'ingénieur qui est contrôlé par l'État. Donc, le diplôme d'ingénieur, c'est un titre qui est attribué uniquement aux écoles d'ingénieurs qui sont validées par la CTI. Donc, c'est la commission des titres d'ingénieur. Et automatiquement, lorsque l'on a un diplôme d'ingénieur, on a un master également. C'est automatique. Ensuite, on a les grades. Alors, il y a deux grades. Il y a le grade de licence et le grade de master. Le grade de doctorat n'existe pas. Le doctorat est uniquement délivré par les universités. Donc, là encore, ce grade, il peut être délivré par des établissements publics ou privés et c'est le plus haut niveau de reconnaissance de formation. Donc, le grade licence Bac plus 3 et le grade master en Bac plus 5. Voilà. Et ensuite, on a le visa. Donc, c'est un diplôme visé, contrôlé par l'État. Donc, ça, il y a pas mal de formations qui sont visées par l'État. Donc, là encore, des établissements publics ou privés qui attestent d'un niveau de Bac plus 3 à Bac plus 5. C'est moins exigeant que le grade. Et c'est pas par exemple, si vous avez un diplôme visé par l'État de niveau Bac plus 3, vous n'avez pas le diplôme de licence. Donc, si vous souhaitez poursuivre vos études en master, selon la formation dans laquelle vous souhaitez postuler, ils peuvent être un petit peu regardants sur l'origine du visa. Et ensuite, il y a les classes préparatoires contrôlées par l'État et les mentions complémentaires. Mais je ne vais pas entrer… Monsieur Joyeux viendra parler des classes préparatoires juste ensuite. Donc, donc, si on récapitule, le diplôme national, licence, master, doctorat, délivré uniquement par les universités. Les diplômes qui sont contrôlés par l'État, type BTS, DUT, donc c'est des diplômes avec des modèles et des caractéristiques bien spécifiques. Le grade, donc dans des écoles, le grade de licence ou le grade de master, et le visa qui atteste d'un certain niveau de formation reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc c'est quand même voilà une forte reconnaissance. Alors, il y a d'autres niveaux de reconnaissance. Souvent, on entend parler de la certification professionnelle et du titre RNCP. Alors, le titre RNCP, il est délivré par le ministère du Travail et il atteste d'un niveau de compétence. Donc, on n'est plus sur des compétences professionnelles qu'un diplôme. Donc, même s'il y a plusieurs niveaux de titre RNCP, ça n'atteste pas d'un diplôme. Donc, parfois, vous pouvez voir des formations titre RNCP équivalent à un master. C'est un équivalent, c'est ce qui est indiqué, mais ce n'est pas un diplôme. Donc, là encore, si vous souhaitez poursuivre des études après un titre RNCP, par exemple, équivalent licence, vous n'avez pas la licence et vous ne pouvez pas poursuivre vos études en master dans un établissement d'enseignement supérieur. Il peut y avoir des passerelles selon les écoles, mais ce n'est pas du tout
automatique. Donc, faut être vigilant. À l'origine, ces certifications professionnelles, elles ont été aussi créées plus dans le monde de la formation professionnelle pour les employés, les salariés adultes. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent être intéressants à regarder quand on fait le choix d'une formation. Ce sont les accréditations internationales. Donc, en management, il y a la MBA, les quiz, le FMD. Pour les ingénieurs, il y a EURACE. Vous avez aussi des classements que vous avez sans doute probablement déjà vus par les grands médias, donc que ce soit internationaux ou en France. Par exemple, celui d'étudiants permet de faire différents critères. C'est intéressant à regarder. Après, il faut quand même croiser les classements, parce qu'il peut y avoir quelques ajustements d'honnêteté sur la déclaration des données. Donc voilà, c'est vrai que si une école, on la voit dans tous les classements, dans le top 10, on peut considérer que c'est une bonne école, mais voilà, il y a plein de choses à regarder. L'appartenance à des réseaux nationaux. Je crois. Il y a celui de Challenge aussi qui classe notamment les écoles de management, enfin les business schools. Donc en fait, avec son classement, hein, le fait est que voilà, c'est le sport national. Oui. Aussi l'appartenance à des réseaux nationaux, de regarder si l'école qui vous intéresse fait partie d'un regroupement, d'une conférence, donc ce qui peut être intéressant à regarder. Puis il y a d'autres labels, par exemple le label DDRS, donc c'est des écoles qui s'engagent dans une démarche de développement durable. Vous avez Happy at School, donc là c'est les étudiants qui considèrent que leur expérience étudiante est intéressante. Voilà, il y a plein de choses à croiser. C'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver, mais il est nécessaire quand même de prendre un peu le temps pour regarder tout ça. Et le ministère, travaille aussi actuellement. Il y a un groupe de travail qui est en train d'être mis en place pour clarifier les choses, en tout cas dans l'enseignement supérieur privé, en priorité. Et clairement, finalement, cette démarche, elle est valable quand on vise une école en post-bac, elle est valable bien évidemment après une classe préparatoire et elle est valable aussi quand on veut faire un master ou un master complémentaire. Hein. C'est-à-dire que les informations qu'on partage aujourd'hui, elles sont complètement pertinentes. L'accréditation internationale, enfin tous ces éléments-là sont des éléments à prendre en compte pour finalement l'ensemble de la scolarité et du choix des classes préparatoires, des grandes écoles de façon générale. Ma langue a fourché. Donc voilà. On voit dans le fil des questions qu'il y a évidemment des éléments complets, ces éléments sont compliqués à prendre en main intellectuellement, hein, d'une certaine façon. C'est vrai que le grade, c'est un mot finalement qu'on n'utilise pas de façon courante, c'est pas clair pour tout le monde. Donc on vous refera un petit récap, une mini synthèse dans la newsletter qu'on vous enverra demain avec la présentation et des différents, les questions les plus posées, les réponses auxquelles on n'aurait pas posé dans le cadre du webinaire. Notamment sur cette question de Magali qui précise qu'elle n'a pas très bien compris à quoi correspondait le grade et qui voulait savoir s'il y avait une reconnaissance complète du grade Marseille. Et en fait, c'est à Marseille, j'imagine, mais oui, évidemment. Enfin, Aurélie, je ne sais pas si vous voulez reprendre un petit ce point là sur cette notion de grade. En fait, le grade, c'est top. Le grade, c'est comme le diplôme national. En fait, c'est juste que l'université garde un peu un monopole de délivrer un diplôme national, mais les écoles, d'autres écoles publiques ou privées peuvent délivrer un grade. Et le grade, c'est le top du top. Le grade, en fait, hein, c'est ça, c'est le grade. Ouais. Sans faire de jeu de mots. Juste bien vérifier qu'il y a bien le macaron sur Parcoursup, parce que parfois certaines écoles dans leur communication sur le site internet peuvent avoir des phrases un peu compliquées à comprendre. Donc voilà, Parcoursup vérifie tout ça. Voilà. Donc je pense que nous avons répondu à la question de Magali et aux interrogations d'un certain nombre de personnes. Il y avait une question sur le fait que sur Parcoursup, est-ce que toutes les écoles qui sont sur Parcoursup sont des écoles qui sont finalement accréditées avec l'État, hein, je crois que c'est bien ça la question. Est-ce qu'elles sont contrôlées par l'État, pardon? Elles sont toutes reconnues par l'État du fait d'être sur Parcoursup. Après, les diplômes sont plus ou moins reconnus. Donc, s'assurer du petit label parce qu'il y a des formations sur Parcoursup qui n'ont qu'un label bleu.
Donc, bien vérifier. Ça, c'est un point. Voilà, elles ne sont, toutes les formations ne sont pas complètement reconnues par l'État, même si elles sont. C'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises. Hein, c'est juste pour la poursuite d'études, notamment. Faut être vigilant. Faut l'avoir en tête, en fait. Après, c'est un choix. Le grade, c'est comme le grade licence, Pierre. Donc, un exemple concret, de diplôme avec un grade. En fait, la L1, la L2 et la L3 donnent droit à la fin du cursus au grade licence. Donc la première année de droit, qui n'est pas un diplôme en soi, une fois que que votre enfant aura fait sa première année, sa deuxième année et validé sa troisième année de licence de droit, il aura un grade licence. Ça, c'est pour l'université, j'allais dire un cursus classique universitaire. Côté école post-bac, Aurélie. Pardon, en fait, si c'est à l'université, la L1, L2, L3, à la fin de la L3, il a la licence. C'est un grade. Et s'il le fait, c'est le diplôme national de licence. Et par contre, s'il le fait dans une école privée en 3 ans, et si l'école est certifiée, il pourra avoir le grade de licence. Mais l'université, c'est un diplôme national, c'est pas un grade. Mais c'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Parce que l'université garde ce titre de diplôme national. Ce privilège, voilà, pardon. En effet, mais c'est pareil au final. C'est tout à fait reconnu. Peut-être que nous pouvons passer à Alain Joyeux, qui est président de la PHEC. La PHEC, c'est donc, je le rappelais en début de webinaire, l'association des professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales. Et c'est la voie historique pour intégrer les grandes écoles. Il faut le rappeler. À l'origine, en fait, on entrait dans les grandes écoles via la prépa. La prépa HEC, la prépa commerciale, comme on l'appelait à l'époque. Ça reste une voie royale pour l'intégration dans les grandes écoles. Monsieur Joyeux, est-ce que vous pouvez un peu nous aiguiller par rapport à ça? Finalement, pourquoi faire le choix d'une classe préparatoire si on peut entrer directement en post-bac? Quels sont les éléments de repères pour les parents dans ce choix, finalement, entre une post-bac, sachant que c'est très complémentaire, et une prépa? Oui, bonjour à tous d'abord, merci. Je rebondirai sur les propos d'Aurélie en disant que si vous voulez être certain d'intégrer une bonne école reconnue et accréditée, passez par une classe préparatoire. Par exemple, pour les écoles de management, le concours post-prépa permet d'accéder à 24 écoles différentes qui sont toutes accréditées et certaines, il y en a plus d'une dizaine, qui ont la triple accréditation internationale, c'est-à-dire que le diplôme est reconnu au niveau évidemment national, européen et également mondial. Donc évidemment, quand on investit dans une école, car ces écoles sont payantes évidemment, il est évident que autant investir dans une école qui assure la reconnaissance du diplôme au-delà de nos frontières, puisqu'aujourd'hui, le marché du travail est mondialisé. C'est plus comme il y a 20 ou 30 ans où, finalement, les jeunes cherchaient du travail uniquement sur le territoire national. Alors, à la question, pourquoi passer par une classe préparatoire? Je voudrais dire que la classe préparatoire n'est pas diplômante. C'est-à-dire qu'on fait 2 années de classe préparatoire et il n'y a pas un diplôme à la fin. Pourquoi? Parce que la classe préparatoire constitue les 2 premières années d'un cursus en 5 ans. C'est-à-dire que tous les élèves de classe préparatoire préparent un bac plus 5, c'est-à-dire un master 2. Et donc, contrairement aux formations post-bac, qui vont vous amener à un bachelor souvent, le bachelor est un bac plus 3. Tous les élèves de classe préparatoire préparent un bac plus 5. Alors évidemment, quand vous êtes dans une école post-bac avec un bachelor, parfois vous pouvez, moyennant donc une certaine sélection ou diverses, vous pouvez intégrer un programme master. Mais dans les écoles du haut de tableau, ça n'est pas possible. Par exemple, HEC n'a pas de bachelor. Quand vous êtes à l'ESSEC, à l'ESCP, par exemple, l'ESCP a un bachelor. L'ESCP, c'est l'École supérieure de commerce de Paris, qui est la 3e école de France, mais qui est surtout réservée à des étudiants étrangers, qui viennent de l'étranger.
À Néoma, par exemple, Néoma, c'est la 7e école de France, personne ne passe donc du bachelor au programme master. Donc, choisir la prépa, c'est viser un diplôme Bac+5. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, c'est aussi, c'est pas négligeable dans le contexte actuel, la gratuité. C'est-à-dire que la classe préparatoire est gratuite, ça coûte simplement l'inscription à l'université, puisque depuis 2013, tout étudiant de classe préparatoire a une inscription à l'université, ce qui lui permet de se réorienter au cas où, en cas de cursus. Troisième élément, évidemment, quand on parle de la classe préparatoire, 2 ans de classe préparatoire, concours, et ensuite 3 ans en grande école. Et je voyais il y a un instant dans une question, la question si on rate le concours ou si on n'a pas le concours, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, ça n'est pas possible. Tout simplement parce que ce soit pour les prépas scientifiques, ou les prépas littéraires, ou les prépas économiques et commerciales, il y a autant de places dans les écoles que de candidats au concours. Et même dans les prépas commerciales, économiques et commerciales, il y a plus de places dans les écoles que de candidats au concours. Donc le concours, à la fin de la prépa, il n'élimine personne. C'est un concours de classement, c'est-à-dire qu'il va répartir les candidats entre les différents niveaux d'école. Donc évidemment, les meilleurs auront HEC, les SEC, le SCP, d'autres n'auront que la 10e école. Souvent d'ailleurs, et c'est vrai, donc en prépa scientifique et en prépa économique et commerciale, les candidats sont admis dans plusieurs écoles. Par exemple, en prépa économique et commerciale, ils sont admis en moyenne dans plus de 4 écoles, et donc ils ont même la liberté de choisir celle qui leur plaît le plus ou celle qui est la mieux classée. Donc si vous voulez, les chiffres sont très clairs. Sur 100 étudiants qui rentrent en première année de classe préparatoire économique et commerciale, il y en a 85 qui ont un Master 2 au bout de 5 ans. 85. Cherchez une formation qui vous assure le même taux de réussite. 85. Et les 15 qui restent, dans la plupart des cas, soit ce sont des étudiants qui se sont réorientés en cours de cursus, soit ce sont des étudiants qui, en fin de 2e année de prépa, ont souhaité refaire une 2e année pour avoir une meilleure école, ce qu'on appelle l'école. Donc, si vous voulez, la réussite, elle est quasiment assurée pour tous les étudiants. Donc, c'est vrai que la classe préparatoire est une classe exigeante, mais où la réussite est assurée. Et vous savez, on compare avec les écoles post-bac, avec l'université, mais l'idée qu'on pourrait réussir sans travailler, c'est une idée à combattre. À l'université, effectivement, il y a cette réputation, peut-être qu'on travaille moins, mais regardez les taux de réussite entre la L1 et la L2 en droit, en sciences économiques, c'est parfois 20-25% dans certaines universités. Voilà, donc la prépa, elle assure la réussite pour tous. Ensuite, qu'est-ce que la prépa va apporter? La prépa, elle va apporter évidemment une ouverture. Elle va apporter l'interdisciplinarité. Elle va apporter la capacité de s'organiser, d'analyser, de synthétiser toutes qualités qui sont aujourd'hui indispensables en grande école, mais au-delà dans la vie professionnelle. Alors, évidemment, les prépas n'existent que parce que les écoles, les grandes écoles, veulent des élèves de classe préparatoire. Pourquoi veulent-elles des élèves de classe préparatoire? Ça a été dit tout à l'heure, les écoles, et quand on descend dans la hiérarchie, recrutent aujourd'hui des post-bac, des personnes qui ont fait des BTS, ou qui sont passées par l'université. Il y a beaucoup de moyens d'aller dans les écoles. Mais ce que les dirigeants des écoles nous disent, c'est que les étudiants qui sont passés par les classes prépa sont leur flagship, c'est-à-dire un petit peu leurs étudiants qui vont être les plus capables finalement de faire des parcours ambitieux et exigeants. Je prends un exemple. Dans les grandes écoles, il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants, de plus en plus, qui font des doubles diplômes. Par exemple, vous êtes en école de management, vous avez des étudiants qui vont faire un double diplôme avec une école de management, ou avec Sciences Po Paris, ou avec un IEP de province, ou avec une université, en France ou à l'étranger. Eh bien, dans ces doubles diplômes, qui sont évidemment très recherchés sur le marché du travail, vous trouvez exclusivement des anciens élèves de classe préparatoire.
Voilà. Donc, si vous voulez, la classe préparatoire va apporter un socle de compétences et de connaissances qui vont être utiles en grande école, mais aussi tout au long de la vie professionnelle. C'est vrai que la classe préparatoire, le nom classe préparatoire, est un peu réducteur, parce qu'on a l'impression que pendant 2 ans, on va préparer un concours. Mais encore une fois, le concours, on est sûr de l'avoir. Le seul suspense, c'est quel niveau d'école on aura. Et il est évident que l'étudiant de classe préparatoire on va pas lui mettre la pression, c'est lui qui va se mettre la pression. Il est évident que celui qui veut absolument HEC se mettra plus de pression que celui qui veut la 15e école de France, parce que le niveau d'admissibilité n'est pas le même. Voilà. Alors, cette classe préparatoire, évidemment, elle se déroule dans des lycées. Donc, vous avez un groupe classe, hein, c'est vraiment une promotion, avec des liens qui se créent pour toute la vie. Moi, je peux vous dire que j'ai des étudiants que j'ai eus il y a 10 ou 15 ans en classe prépa. Quand je les rencontre aujourd'hui, ils sont capables de me dire ce que font tous les autres de leur promotion, parce que les liens restent. J'ai même eu, c'est exceptionnel, mais il y a 2 semaines, j'ai dû faire part de naissance d'un bébé prépa, 2 étudiants qui s'étaient rencontrés dans une classe. Si je vous dis ça, c'est parce que la prépa a souvent l'image de l'individualisme, de la compétition, etc. Or, la prépa de 2023, ce n'est pas la prépa de 1970 ou de 1980. Alain, je crois que c'est important de le préciser d'ailleurs, parce qu'on a une question dans le fil de discussion de Sylvie qui dit quel est le niveau en terminale pour être admis en prépa. Et je pense que c'est peut-être le moment de dire aussi qu'il y a des prépas pour tout le monde finalement, enfin pour plusieurs types de niveaux malgré tout. Voilà, donc j'y viens. Donc voilà, cette ambiance, c'est une ambiance de collaboration, de mutualisation. On dit souvent à nos élèves de classe prépa, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin. Et c'est quelque chose qui est les promotions de classe prépa où l'ambiance est à la coopération ont les meilleurs résultats au concours. Hein, donc c'est pas le temple de l'individualisme. Après, qui recrute-t-on? D'abord, je voudrais dire, comme l'a dit Karine Jacob, il y a de la place pour tout le monde en prépa. Évidemment, si vous visez tel ou tel grand lycée de centre-ville, il faut avoir un très bon dossier. Mais des prépas, il y en a dans toute la France. Et même si vous êtes un élève moyen, vous allez trouver une classe en classe préparatoire. Qu'est-ce qu'on recrute? On recrute des élèves qui ont un dossier équilibré. Voilà. On ne recrute pas forcément des premiers de classe. Bien sûr, on en recrute. Mais on recrute des élèves qui ont un dossier équilibré. C'est-à-dire qu'entre un élève qui, par exemple, a 18 en maths, 9 en philosophie, 12 en anglais, et celui qui a 14 partout, on va choisir celui qui a 14 partout, plutôt que celui qui est excellent dans une discipline, mais pas très bon ailleurs. Donc, des dossiers équilibrés. Et je peux vous dire que quand on sélectionne les élèves en classe préparatoire, ce sont des professeurs de classe prépa qui le font, eh bien, on regarde vraiment l'entièreté du dossier, c'est-à-dire les appréciations, le niveau de la classe de terminale, l'évolution des notes. On regarde même la situation de l'étudiant dans la classe. Je m'explique. On nous pose souvent cette question, combien faut-il avoir de moyenne en terminale pour avoir des chances à la classe préparatoire? C'est très difficile de répondre à cette question parce que je prendrai 2 exemples. Imaginez par exemple un élève qui a 14 de moyenne en maths. Il est premier de sa classe de terminale. Et puis à côté, vous avez un élève qui a 16 de moyenne en maths, il est 10e de sa classe. Ça veut donc dire qu'on est dans 2 classes où les professeurs notent différemment. Mais qu'est-ce qu'on va faire nous? On va réévaluer le 14 parce que l'élève doit pas être de sa classe, on va un peu baisser le 16 parce qu'il est 10e. Et donc on va réparer un petit peu la justice de la différence de notation entre professeurs. Un deuxième exemple. Sur le dossier Parcoursup, le conseil de classe du lycée d'origine, donc de la classe de terminale, va nous dire, c'est obligatoire, va cocher classe de terminale, très bonne, bonne, assez bonne, moyenne. On sait très bien qu'un élève qui est 10e dans une classe très bonne, voire 15e, il est parfaitement capable de suivre une classe préparatoire. Inversement, celui qui va être 10e dans une classe moyenne, celui-là peut-être aura-t-il plus de difficultés. Et donc en fait, on mixe tous ces critères. Ce qui permet finalement à des élèves qui parfois se sentent moyens, se disent « Bon, j'ai un dossier moyen, je candidate quand même, mais bon, je sais que j'aurai qu'une chance. » Et puis, surprise, ils sont classés, ils sont admis. Il ne faut vraiment pas s'auto-censurer.
Parce qu'on mélange tous ces critères pour aboutir à la sélection la plus juste possible. Et encore une fois, si un élève n'est pas admis dans la prépa prestigieuse de Lyon, de Montpellier ou de Paris, il sera forcément admis dans d'autres prépas qui lui garantit les mêmes chances d'aller dans les grandes écoles. Pourquoi? Parce que les concours sont les mêmes pour tous. Que vous soyez à Louis-le-Grand à Paris ou dans une ville moyenne, vous avez le même programme, vous avez les mêmes qualifications de professeurs et vous avez les mêmes épreuves. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans une classe prépa dite de proximité, si vous habitez dans une ville moyenne ou dans la grande couronne parisienne. Si vous avez des potentiels, cette prépa, elle vous garantira d'aller dans les meilleures écoles. Voilà. L'atout de la prépa, c'est aussi l'accompagnement individualisé des professeurs. Les professeurs sont bienveillants. Vous savez, il y a beaucoup de clichés qui circulent sur la classe prépa, mais je dirais il y a 20 ans, un élève qui était en classe prépa ou en médecine ou je ne sais où, qui souffrait parce que il restait. Parce que aujourd'hui, un élève, un étudiant de 18 ans, qui soit en prépa ou ailleurs, quand il n'est pas bien, il s'en va. Il s'en va, parce qu'il a d'autres possibilités. Voilà. Donc nous, en tant que professeurs, nous savons que la bienveillance, c'est ce qui va permettre à l'étudiant d'exploiter au maximum son potentiel. Et donc nous, notre rôle, c'est de l'amener là où il peut aller au maximum pour qu'il soit fier de lui et qu'à l'issue du concours, il se dise je crois avoir donné le maximum, j'ai l'école que j'ai obtenue, peut-être je suis satisfait, peut-être un peu déçu, mais je suis allé au bout. Et j'ai acquis des compétences et des méthodes qui vont me servir tout au long donc de ma vie professionnelle. C'est ça l'esprit prépa, si vous voulez. C'est vrai que parfois la prépa est présentée comme une sorte de bagne. Là, c'est pareil. Je peux vous dire, j'enseigne depuis plus de 20 ans en prépa. Je peux vous dire que nos étudiants de prépa, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup, mais ils ont une vie sentimentale de jeunes. Ils sont tous un copain, une petite copine ou autre. Ils font du sport. Alors, c'est vrai en compétition, c'est compliqué de faire du sport en compétition, mais ils continuent à faire du sport ou une activité culturelle. Ils ont une vie sociale et nous les encourageons parce que, vous savez, les grandes écoles, elles ne recherchent pas, c'est le cas il y a 20 ou 30 ans, mais elles ne recherchent pas des jeunes qui ont passé 2 ans sous la lampe de bureau, à plus voir le soleil. Les écoles, elles veulent des jeunes équilibrés. Et un jeune équilibré, c'est un jeune qui a une vie sociale, une vie sentimentale, qui fait du sport, qui sort, qui sert. Et nous encourageons nos étudiants à trouver le bon équilibre. Et l'étudiant type de prépa, c'est l'étudiant qui va savoir trouver un équilibre donc entre tout ça. Et nous, on va l'accompagner. Et Alain, je vous interromps parce que en fait, je voudrais qu'on puisse répondre à une double question d'ailleurs qui vous concerne. Donc, on est très rassurés. On n'était pas très inquiets pour les élèves de classe préparatoire. Heureusement, ils ont une vie de jeunes et je pense c'est encore plus vrai au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui que peut-être il y a 30 ans. Il y a une question sur que peut-on faire finalement après une première année, c'est-à-dire que là la question concerne les prépas littéraires, mais ça pourrait être tout à fait la même chose. Finalement, on teste la prépa, on s'y sent pas bien pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de réorientation? Alors, c'est très simple, je vais être très rapide. Comme dans toutes les formations de l'enseignement supérieur reconnu, un semestre en classe préparatoire vaut 30 ECTS, les systèmes de crédit d'enseignement supérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les élèves de prépa sont inscrits à l'université. Donc, toutes les prépas ont des accords avec l'université. Si, au bout d'un semestre ou au bout d'1 an, un élève ne se sent pas bien et souhaite changer, il va pouvoir aller dans l'université partenaire sans revenir à bac plus 0. Par exemple, voilà, vous avez fait 1 an de prépa, vous pouvez aller en faculté de sciences économiques directement en L2, en 2e année de licence. Donc ça permet de se réorienter sans perdre d'année. Bien entendu, vous l'imaginez, quand on a fait une prépa, par exemple, économique et commerciale, on ne va pas aller en L2 de biologie. On va aller évidemment dans une formation voisine en termes de compétences et de connaissances. Mais moi, j'ai chaque année des élèves qui, pour une raison ou l'autre, au bout d'un semestre ou au bout d'1 an, décident de se réorienter et ils passent en 2e année en licence. Et même
vous avez des élèves qui font 2 ans de prépa, ils ont une école, et puis finalement décident de ne pas aller dans cette école. Eh bien, ils vont en L3 avec l'université partenaire. Donc, ça ajoute au fait que la prépa, c'est sans risque. Très bien, ça, je pense que c'est peut-être le mot de la fin. La prépa, c'est sans risque. Vous avez, j'allais dire, alors les prépas publics ou privés, on répondra, très honnêtement, on répondra dans le fil des questions. Il y a des prépas privés également, hein, mais là, en l'occurrence, on parlait des CPGE qui sont des prépas publics. C'était vraiment l'objectif là voilà, de mettre ce focus sur cette alternative publique. Voilà. Peut-être un petit mot de la fin, Alain, et un dernier mot de la fin pour vous, Aurélie, enfin un conseil aux familles. Et puis ensuite, on se quittera et on s'efforcera de donner par mail les questions, les réponses qui pourraient vous avoir manqué. Alain, la parole est à vous. Oui, je dirais, écoutez, surtout ne pas s'auto-censurer. Oser les classes prépa, et il faut se dire aussi, peut-être pour décontracter tout le monde, que dans le salon supérieur, on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand vous êtes diplômé, quand vous avez un bac plus 5, quand vous entrez dans une entreprise, tout le monde se moque que vous ayez 23, 24 ou 25 ans. Le fait de se tromper d'orientation, d'essayer quelque chose, puis finalement de se rendre compte que c'est pas ce qui correspond, ça n'est pas dramatique du tout. On a le droit à l'erreur dans le l'enseignement supérieur. Donc vraiment, il faut aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Tentez, vous poser un défi, par exemple la classe prépa, et puis de toute façon, vous verrez bien. Si ça ne marche pas, vous pourrez vous réorienter. Mais de toute façon, vous ne serez pas abandonné sans rien dans le cadre de vos études supérieures. Voilà, donc pas d'autocensure, ayez confiance et admettez que parfois on peut se tromper, et c'est pas pour ça que sa vie est fichue. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui ont rebondi après un an, voilà, un petit peu d'hésitation. Ça n'est pas grave du tout. Il faut, je pense, voilà, désacraliser cette question du choix. Le choix ne commande pas toute la vie entière. On peut se tromper. Merci beaucoup. Aurélie, le mot de la fin. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Alain Joyeux. Effectivement, il n'y a jamais aucune décision qui est définitive, surtout à 20 ans, dans un choix d'orientation. Donc, effectivement, le droit à l'erreur, ne pas s'auto-censurer, aussi pour les jeunes filles, ne pas hésiter à vous lancer dans des carrières scientifiques. Les métiers d'ingénieur de l'environnement, ça recrute énormément. Et voilà, peut-être... juste être bien, prendre le temps de rencontrer des étudiants sur une école post-bac ou même en prépa, de discuter avec des étudiants qui ont pu faire la même chose, d'aller aux portes ouvertes, de regarder, de prendre le temps de regarder les partenariats que les écoles peuvent avoir avec les entreprises, le taux d'insertion et surtout le taux d'accompagnement des étudiants dans les écoles. Ça, c'est vraiment important voilà, à prendre en compte. Donc, pas de stress. Effectivement, l'enseignement supérieur, c'est une nouvelle étape dans la vie, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà, il reste encore plus d'un mois avant la clôture des vœux sur Parcoursup. Donc, prenez le temps de vous documenter et d'aller musarder. Et puis, on va vous envoyer le PowerPoint merveilleux d'Aurélie qui va vous permettre de bien vous repérer dans cette histoire de grade et de diplôme qui, on le voit bien, est pas si facile à appréhender. Donc, vous pourrez avoir, voilà. Et on essaiera en effet de répondre au sujet côté prépa d'art et RNCP, etc., etc. Donc, voilà. Merci à tous. Un grand merci à nos intervenants pour leur mobilisation et pour leur temps. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Il y en a un qui démarre tout de suite sur le BUT et les BTS, qui sont des diplômes donc très professionnalisants d'emblée de jeu. Et la semaine prochaine, ça continue. Donc voilà, vous aurez tout le programme sur le site de la région Sud. À très bientôt à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.